Ah bah, je sais pas si on voit. Bon, maintenant, oh, ça y est, ça vient, hein. Moi, j'entends pas très bien, mais On j'espère voit qu'on. tes plaques, hein. J'entends rien, mais c'est pas grave. Donc, bonjour tout le monde. Allô? Ah, d'accord, je vais commencer. Oh, le diaporama est visible. C'est bon, ok. L'essentiel, c'est qu'on voit le diaporama. Voilà, donc je vais faire des. Et on m'entend? Ah, très bien, ok. D'accord, parfait. Merci. Allez, ça. Alors, bonjour tout le monde. Le cours d'aujourd'hui va concerner le cancer du pancréas exocrine. Alors, juste, quels sont les objectifs pédagogiques du cours? C'est connaître les lésions prédisposantes afin de pouvoir proposer une chirurgie dite prophylactique, pouvoir faire un diagnostic positif du cancer du pancréas, connaître les modalités du bilan préthérapeutique, notamment le bilan d'extension et le bilan d'opérabilité, connaître les principes généraux du traitement chirurgical et connaître quelle est la place, savoir quelle est la place des traitements dits complémentaires. Alors, je commencerai par rappeler le plan du cours. 1, introduction et intérêt de la question. 2, épidémiologie. Un mot sur l'anatomopathologie grand 3. 4, diagnostic. Diagnostic essentiellement positif et quels sont les diagnostics différentiels du cancer du pancréas. 5, le bilan d'extension et de l'évaluation de la résecabilité. 6, le bilan d'opérabilité. 7, le traitement. 8, le pronostic. 9, un mot de conclusion. Et 10, la bibliographie avec laquelle ce cours a été fait. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je commencerai par une brève introduction en disant que le cancer du pancréas est une maladie grave avec un pronostic assez sombre, avec une survie à 5 ans, tous stades confondus, qui ne dépasse pas les 5%. Il faut savoir que la résection curative reste le traitement de référence. En l'absence d'une résection curative, aucune survie prolongée ne peut être espérée et aucun traitement hors chirurgie ne peut offrir une survie à 5 ans pour le patient. Donc, après une chirurgie dite curative, c'est-à-dire une chirurgie complète, réséquant la tumeur et les relais ganglionnaires, et lorsqu'elle est bien faite, l'espérance de survie peut atteindre 25% des cas. L'amélioration récente concerne essentiellement les traitements d'induction, dites chimiothérapie d'induction, des fois associées ou pas à une radiothérapie, mais actuellement, il existe des molécules de chimiothérapie de plus en plus performantes et de plus en plus efficaces qui peuvent amener de plus en plus de malades à une chirurgie d'exérèse dite curative. Un mot sur l'épidémiologie. L'incidence du cancer du pancréas est en nette augmentation, notamment en Occident. Et actuellement, certaines études prédisent que le cancer du pancréas, d'ici 2025, voire 2030, pourra atteindre le 3e rang des cancers digestifs. Les cancers du pancréas touchent avec prédilection les patients âgés, en général de plus de 60 ans, avec un sexe ratio de 1,5. À prédominance, bien sûr, masculine. Alors, sur le plan de l'épidémiologie, les facteurs de risque exogènes sont essentiellement par
par ordre décroissant, le tabac en première position, l'obésité et le diabète. Les facteurs de risque endogènes concernent essentiellement les formes avec prédisposition génétique qui concernent 5 à 10% des patients. Alors, deux maladies héréditaires qui sont le cancer pancréas familial ou le CAPAFA qui est dû à une mutation du gène dit paladin et la pancréatite chronique héréditaire qui augmente le risque cumulé de développer de cancer de 40%. Chez ces malades-là, il existe un risque cumulé de développer un cancer très élevé. Donc, ces malades-là ces malades qui sont porteurs de ces mutations-là nécessitent une prise en charge spécifique. Les syndromes associés au cancer du pancréas sont les syndromes du cancer du sein et de l'ovaire familiaux, le syndrome du mélanome familial multiple, le syndrome de Peutz-Jeghers, le syndrome de Lynch et le syndrome de Li-Fraumeni. Lorsqu'il existe, le cancer du pancréas peut faire partie d'une maladie syndromique, notamment de ces syndromes que je viens de citer. Les facteurs de risque endogènes, dans les facteurs de risque endogènes, il y a aussi les lésions précancéreuses, ce qu'on appelle les lésions prédisposantes, et qui, lorsqu'elles sont diagnostiquées, peuvent relever d'une chirurgie d'exérèse qui est dite préventive, ou ce qu'on appelle des pancréatectomies dites préventives. Alors, ce sont les néoplasies intraépithéliales ou des lésions de Panine qui n'ont aucune manifestation clinique. C'est comme son nom l'indique, c'est des dégénérescences malignes intraépithéliales au niveau des canaux excréteurs du pancréas qui n'ont aucune manifestation clinique parce qu'elles sont découvertes en général sur les pièces de résection chirurgicale. Découverte au cours après pancréatectomie, peu importe son indication. Les autres lésions prédisposantes qui sont les tumeurs kystiques mucineuses, les tumeurs intracanalaires papillaires et mucineuses du pancréas ou TIPMP, qui sont des dilatations kystiques des canaux pancréatiques, qui soient les canaux secondaires ou le canal principal, dilatations kystiques avec des tumeurs qui sont dites intracanalaires, papillaires et qui sécrètent du mucus. Alors, ces TIPMP ont un potentiel de dégénérescence qui est d'autant plus élevé que lorsqu'il y a une atteinte du canal pancréatique principal. Lorsqu'il y a une atteinte des canaux secondaires, ces lésions kystiques sont à faible potentiel de dégénérescence, donc ne nécessitent pour la plupart des cas qu'une surveillance. A contrario, lorsqu'il y a une atteinte du canal pancréatique principal, le risque de dégénérescence dépasse les 20%, donc ces lésions sont candidates à des exérèses préventives. L'autre tumeur kystique mucineuse, l'autre type de tumeur kystique mucineuse sont les cystadénomes mucineux, qui est une pathologie en général de la femme jeune, qui touche essentiellement la partie corporéo-caudale gauche du pancréas. Et plus la taille est importante, plus l'indication d'une exérèse préventive est importante, avec un seuil qui est actuellement évalué vers les 4 cm. Lorsque le kyste mucineux, le cystadénome mucineux dépasse une taille de 4 cm, il y a indication d'une résection qui est dite préventive parce que le risque de dégénérescence dans ces cas-là dépasse les 20% aussi. Alors, un mot sur l'anatomopathologie. 90% des cancers du pancréas sont des adénocarcinomes ductulaires qui sont dus à une dégénérescence maligne de l'épithélium canalaire excrétant. Cette dégénérescence maligne siège dans 60 à 70% des cas au niveau de la tête, c'est-à-dire au niveau de la partie droite du pancréas, au niveau du pancréas céphalique. Dans 20% des cas, c'est la partie gauche, c'est-à-dire le pancréas corporéo-caudal. Et dans 15% des cas, dans 10 à 15% des cas, nous avons une atteinte diffuse de toute la glande pancréatique qui est essentiellement observée lorsqu'il y a des lésions de tumeurs intracanalaires papillaires mucineuses disséminées le long de tout le canal pancréatique principal. Et à ce moment-là, la dégénérescence peut siéger le long de tout le canal pancréatique principal. Mais ça reste quand même assez rare. Il faut retenir que dans 70
70% des cas, ce sont des tumeurs de la tête, du pancréas, et dans 20% des cas, ce sont des tumeurs du corps ou de la queue du pancréas. Macroscopiquement, comment on voit les tumeurs canalaires excrétantes, c'est des nodules blanchâtres, d'une dureté pierreuse, avec des bords qui sont irréguliers et qui infiltrent volontiers le canal pancréatique principal et la voie biliaire intrapancréatique lorsque c'est situé à droite au niveau céphalique. Sur le plan microscopique, c'est des cellules mucineuses atypiques qui prolifèrent au sein d'un stroma fibreux et dense. Alors, pour le diagnostic positif, la clinique dépend essentiellement, les symptômes cliniques dépendent essentiellement de la localisation tumorale et du stade évolutif de la maladie. Pour la localisation tumorale, lorsqu'elle est céphalique, la classique loi de Courvoisier-Terrier, que vous devez sûrement connaître, ictère vésicule palpable, sont les principaux symptômes. Ils sont assez précoces lorsqu'il y a une infiltration de la voie biliaire principale. Les douleurs de type solaire dues à une infiltration du plexus cœliaque signent en général une localisation gauche, c'est-à-dire corporeo-caudale, et ces douleurs sont dues, se manifestent essentiellement lorsque la tumeur est dite localement avancée et qu'il existe une infiltration des plexus nerveux qui chemine autour du tronc cœliaque. Et comme je l'ai dit, ça signe une maladie quand même assez avancée. Les autres signes qui sont l'asthénie, la triade asthénie, anorexie, amaigrissement, qui n'est pas spécifique du cancer du pancréas, elle est pratiquement, on la voit dans tous les cancers digestifs. Mais cette triade peut nous alerter et peut amener le médecin à développer des explorations dans ce sens lorsque, et a fortiori, lorsqu'il existe des mutations génétiques prédisposantes ou lorsqu'il y a des antécédents familiaux de cancer du pancréas exocrine. Voilà, comme je l'ai dit, lorsqu'il y a des formes, lorsqu'on est devant une forme génétique, de l'intérêt du dépistage, quand est-ce qu'on doit rechercher systématiquement un cancer du pancréas exocrine au niveau de la famille du patient, lorsqu'on a le patient a plus de deux apparentés atteints d'un adénocarcinome du pancréas, dont au moins un qui est apparenté au premier degré ou ayant une mutation germinale d'un gène de prédisposition. Lorsqu'il existe plus de deux parents apparentés atteints d'un adénocarcinome du pancréas, ou lorsque au moins un est apparenté aux deux autres au premier degré, ou lorsqu'on est devant un syndrome de Peutz-Jeghers, qui est une polypose gastro-intestinale associée, une polypose amartomateuse, qui est associée à une polypose intestinale associée à des taches lenticulaires péribuccales de couleur marron. Donc, quand on est devant ce syndrome qui touche en général les sujets jeunes, on doit rechercher systématiquement chez les apparentés, et a fortiori les apparentés du premier degré, un adénocarcinome du pancréas. Maintenant, pour la biologie, essentiellement, les signes biologiques dépendent aussi de la localisation tumorale. Lorsqu'on a une localisation céphalique, c'est essentiellement l'ictère avec cholestase, une augmentation de la bilirubine totale, phosphatase alcaline gamma-GT, bien sûr, l'ictère et le cutanéo-muqueux, c'est un ictère de type cholestatique avec urine foncée et sel décoloré qui se manifeste biologiquement par un syndrome de cholestase. Avec aussi, on peut avoir une aggravation du diabète. Alors, lorsque le patient est diabétique, qui n'était pas sous insuline, il devient insulinodépendant, ou le patient qui n'était pas connu diabétique, là, on sera devant un diabète inaugural avec une glycémie qui sera, une hémoglobine glyquée qui sera supérieure à la normale et aussi une glycémie qui sera difficile à gérer sans avoir recours à l'insuline. Une hyperglycémie difficile à gérer sans avoir recours à l'insuline, notamment chez les diabétiques de type 2. L'imagerie reste l'examen de première intention, l'échographie, pardon, reste l'examen de première intention. Alors, l'échographie ne visualise pas directement la tumeur, elle recherche essentiellement des signes indirects, ce qu'on appelle des dilatations canalaires
due à une obstruction tumorale. Cette dilatation canalaire peut concerner le canal de Wirsung de façon isolée lorsque la tumeur elle est corporéo-caudale, ou elle peut concerner le canal de Wirsung associé aux voies biliaires extra- et intrahépatique lorsque la localisation tumorale est céphalique. Ces signes indirects doivent alerter le radiologue, le clinicien, parce qu'elles peuvent être des manifestations indirectes de la lésion tumorale qui est difficilement visualisable à l'échographie. Du coup, lorsqu'on retrouve des lésions de dilatation canalaire, ces signes indirects doivent alerter notre attention et nous pousser à demander une TDM qui reste l'examen de référence, qui recherche une lésion hypodense par rapport au reste du parenchyme pancréatique. Et lorsque cette lésion hypodense à bord irrégulier est associée au signe indirect, c'est fortement spécifique d'une néoplasie, d'un adénocarcinome pancréatique exocrine. Alors, le diagnostic peut, après l'échographie et le scanner, on peut avoir recours à d'autres examens lorsqu'il existe des lésions qui sont difficilement caractérisables au scanner. On peut avoir recours à une IRM lorsque c'est des lésions qui sont de même densité que le reste du parenchyme pancréatique, ou lorsqu'elles sont trop petites, en général inférieures à 2 cm, pour être bien caractérisées à la TDM. Donc l'IRM a une meilleure résolution spatiale que la TDM, mais ça reste vraiment un examen de deuxième intention. L'échoendoscopie a un rôle essentiellement pour avoir des prélèvements lorsqu'elle est associée à la ponction ou à la biopsie, pour avoir des prélèvements à visée cytologique ou histologique, notamment lorsqu'on veut proposer aux patients des traitements d'induction. Mais sinon, une lésion hypodense au scanner associée à une dilatation canalaire, soit du canal pancréatique principal ou des voies biliaires ou des voies biliaires intra- et extra-hépatiques, reste un signe pathognomonique de cancer du pancréas exocrine. Maintenant, il faut savoir aussi qu'est-ce qui n'est pas un cancer du pancréas exocrine. Les 3 principaux diagnostics différentiels sont la pancréatite auto-immune dans sa forme pseudotumorale, qui est la principale cause d'erreur diagnostique et la principale cause de pancréatectomie pour cancer non abusif, on va dire. Il y a aussi les tumeurs du pancréas endocrine. Comme vous savez que le pancréas a une composante exocrine et une composante endocrine. Les tumeurs neuroendocrines sont des tumeurs qui sont de meilleurs pronostics que les cancers du pancréas endocrine, mais qui ont une toute autre sémiologie. Donc, il faut y penser lorsqu'on a une masse solide du pancréas. Et il y a aussi les métastases pancréatiques. Il faut savoir que les métastases pancréatiques existent, qu'elles peuvent être très métachrones, c'est-à-dire survenir des années après le cancer primitif, notamment en cas de cancer du rein ou carcinome rénal, carcinome à cellules claires, et peuvent apparaître jusqu'à 10 ans, voire 15 ans après la cure chirurgicale d'un carcinome rénal. Donc, toujours penser à ces diagnostics différentiels lorsqu'on est devant une masse solide du pancréas. D'où l'intérêt d'avoir recours lorsqu'on n'est pas sûr du diagnostic, lorsque les caractéristiques sémiologiques et radiologiques ne sont pas claires, à avoir recours à l'échoendoscopie, comme je l'ai dit ici, pour faire des prélèvements à visée cytologique et histologique. Maintenant, lorsqu'on a fait le diagnostic positif du cancer du pancréas exocrine, il faut faire un bilan d'extension de la maladie. Le bilan d'extension doit être local, régional et à distance. Le bilan d'extension, il est clinique avant tout, un examen clinique complet à la recherche de métastases, notamment hépatiques, à la recherche d'une hépatomégalie, la palpation abdominale, à la recherche d'une ascite et à la recherche de nodules de carcinose péritonéale.
Sans oublier aussi le toucher rectal qui est très important, qui peut palper des nodules péritonéaux, notamment une petite sac de Douglas, et lorsqu'ils sont présents, ça signe une carcinose péritonéale et d'emblée, nous sommes devant une maladie métastatique. Sans oublier aussi la palpation des aires ganglionnaires, cervicales, susclaviculaires, axillaires, inguinales, à la recherche de métastases ganglionnaires, notamment le ganglion susclaviculaire gauche ou le ganglion de Troisier, qui signe aussi une maladie très évoluée, métastatique. Sur le plan de la biologie, on dose aussi l'antigène carbohydrate ou CA19-9 qui est difficilement interprétable lorsqu'on a une cholestase clinique et biologique ou lorsqu'on est devant le cas d'une pancréatite chronique ou lorsqu'il y a un autre cancer digestif qui est associé, mais qui peut renseigner sur l'évolution de la maladie sur le plan local et systémique. Et ce CA19-9, lorsqu'il dépasse les 250 unités par millilitre, il signe en général une maladie locale non résécable. Et lorsqu'il dépasse les 1000 unités par millilitre, ça signe en général une maladie métastatique. Donc, peut apporter un renseignement assez contributif de l'évolution de la maladie sur le plan loco-régional et sur le plan systémique. Bien sûr, comme pour le diagnostic positif, pour le bilan d'extension, l'examen de référence reste la TDM, thoraco-abdominopelvienne, avec des séquences abdominales qui doivent être centrées sur la glande pancréatique, avec des coupes fines qui ne doivent pas dépasser les 1 mm, en 3 phases, une phase sans injection de produits de contraste et une phase dite artério-parenchymateuse avec une injection artérielle, avec une opacification artérielle et une phase veineuse avec une opacification mésentérique aux portes. Cette TDM triphasique avec des temps abdominaux centrés sur le pancréas et l'examen de référence. Bien sûr, il doit être associé à cet examen des reconstructions vasculaires, notamment des axes artériels majeurs, cœliaques et aortomésentériques, à la recherche d'une éventuelle contre-indication lorsqu'il existe une infiltration des gros vaisseaux, notamment l'artère mésentérique supérieure, la veine mésentérique supérieure et la veine porte pour le pancréas céphalique, l'artère mésentérique supérieure et le tronc cœliaque pour le pancréas gauche, corporeo-caudal, et ces reconstructions vasculaires permettent aussi de rechercher d'éventuelles variations anatomiques qui peuvent modifier la stratégie opératoire, notamment la naissance des artères hépatiques ou l'existence d'un ligament arché qui sténose le tronc cœliaque qui peuvent être source de complications post-opératoires. Bien sûr, l'imagerie par TDM thoraco-abdominopelvienne permet d'évaluer la résicabilité locale et régionale, mais aussi permet de rechercher des métastases à distance, hépatiques essentiellement, pulmonaires, osseuses et péritonéales. Aussi, comme je l'ai dit, permet de rechercher des variations anatomiques vasculaires et d'apprécier essentiellement les rapports vasculaires. Alors, il existe une classification des tumeurs pancréatiques, qu'elles soient céphaliques ou corporeo-caudales, qui classent la tumeur en 3 stades. Le stade résécable, lorsqu'il n'y a pas une atteinte de l'axe veineux mésentérique aux portes ou une atteinte très limitée, inférieure à 180 degrés, lorsqu'il n'y a pas d'atteinte artérielle de l'artère mésentérique supérieure, de l'artère hépatique commune et du tronc cœliaque, cette tumeur est classée résécable au scanner. Donc, ces malades-là sont candidats à une chirurgie d'exérèse de prime abord. Elle peut classer aussi la tumeur dite borderline, ou à la limite de la résécabilité, lorsqu'il y a une atteinte veineuse qui dépasse 180 degrés, plus de 90%, sur plus de 180 degrés, c'est-à-dire la moitié de la circonférence, et lorsqu'il y a une atteinte artérielle et un contact artériel mais limité, que ce soit avec l'artère mésentérique supérieure, l'artère hépatique ou le tronc cœliaque, cette tumeur est classée borderline. Et pour ces malades-là, on ne propose pas actuellement une chirurgie première, mais on propose plutôt un traitement d'induction et une réévaluation secondaire avec une chimiothérapie d'induction
en général qui va durer 6 à 8 heures, après une réévaluation clinique et scanographique et biologique afin de proposer une résection secondaire dans environ 60% des cas. Et lorsqu'il y a une infiltration tumorale mésentérique-porte de plus importante avec aucune possibilité de reconstruction chirurgicale, ou lorsqu'il y a une atteinte de plus de 180 degrés des axes artériels majeurs, cette tumeur est classée localement avancée et donc c'est des malades qui sont candidats à un traitement dit palliatif. Cependant, dans 15% des cas, après une chimiothérapie, on peut observer une réduction telle du volume tumoral qu'on peut proposer à ces patients une chirurgie dite secondaire, mais la proportion de malades ne dépasse pas les 10 à 15% des cas. Bien sûr, il existe aussi la classification CTNM, T pour l'atteinte qui prend en considération la taille tumorale. Pour les T1, ils sont inférieurs ou égaux à 2 cm. Pour les T2, le diamètre tumoral est situé entre 2 et 4 cm. Et pour les T3, le diamètre tumoral dépasse les 4 cm. Et il y a les T4 qui sont des tumeurs qui infiltrent les vaisseaux cœliaques, mésentériques supérieurs ou artères hépatiques. Pour la catégorie N, prend en considération l'atteinte ganglionnaire. Alors, lorsqu'il y a une atteinte de 1 à 3 ganglions régionaux, c'est le maladie classé N1. Lorsque l'atteinte dépasse 4 ganglions régionaux, le patient est classé N2. Et le M, la catégorie M, c'est pour les métastases. Alors, les M0 sont des malades qui sont non métastatiques et les M1 sont des malades qui ont des métastases à distance, soit hépatiques, soit pulmonaires, soit péritonéales, soit osseuses. Donc, il faut savoir qu'il est admis que le traitement chirurgical du cancer du pancréas exocrine ne s'adresse pour les malades qui sont classés que pour les malades qui sont classés M0. Les malades qui sont M1 ne bénéficient pas d'une exérèse chirurgicale. Ils sont candidats à un traitement dit palliatif. Donc, cette classification TNM, il y a surtout un but pronostique, mais qui n'intervient pas dans la stratégie de traitement, car c'est la classification du NCCN, ce qu'on appelle le National Comprehensive Cancer Network, qui pose l'indication chimiothérapie suivie de chirurgie lorsque la tumeur est classée borderline à la limite de la résecabilité, ou lorsqu'il existe une tumeur localement avancée et les malades sont candidats à une chimiothérapie dite palliative. Donc, c'est cette classification TNM a surtout un but pronostique. Voilà, juste un exemple de scanner avec une tumeur de la tête du pancréas qui est située ici, qui est une lésion hypodense. Elle est située au niveau du petit pancréas de Winslow. Cette lésion hypodense qui a des limites qui sont irrégulières, qui a un contact avec la veine mésentérique supérieure sur moins de 180 degrés et qui semble épargner l'artère mésentérique supérieure sur 360 degrés. Cette tumeur est classée actuellement clairement résecable et c'est un malade qui est candidat à une chirurgie curative de première intention. En première intention. Bien sûr, après avoir évalué l'extension métastatique et l'extension leucorégionale en évaluant essentiellement les rapports vasculaires à la TDM, il faut faire un bilan d'opérabilité pour le patient en évaluant son état nutritionnel, son état cardiovasculaire, son état respiratoire, sa fonction rénale et hépatique, tout ça par un bilan biologique complet, une échocardiographie s'il existe des antécédents cardiovasculaires, des examens qui visent à évaluer la fonction respiratoire, notamment un EFR, une exploration fonctionnelle respiratoire, et classer le malade selon la classification de l'American Association of Anesthesiology, Society of Anesthesiology, ou selon la classification OMS, ou selon la classification de Karnofsky. Tout ça pour sélectionner les malades qui sont aptes à bénéficier d'une chirurgie qui est quand même considérée comme une chirurgie assez lourde. Bien sûr, pour les tumeurs de la tête du pancréas qui sont associées à un ictère, il existe actuellement des indications qui sont consensuelles pour le drainage biliaire par voie endoscopique afin de préparer le malade à l'intervention. L'ictère, par obstruction tumorale de la voie biliaire intrahépatique, entraîne une souffrance hépatique avec une cholestase franche
qui peuvent engendrer des complications post-opératoires. Donc, avant d'opérer le patient ictérique, qui est un processus de la tête du pancréas, il faut lui mettre une prothèse par voie endoscopique afin de réaliser un drainage interne des voies biliaires. Et ce drainage est indiqué que lorsqu'il existe une angiocolite ou un taux de bilirubine franchement élevé supérieur à 250 micromoles par litre, ou lorsqu'on envisage un traitement néoadjuvant, un type de chimiothérapie néoadjuvante, ou lorsque la chirurgie est différée de 3 à 4 semaines. Pour tous ces cas, il y a une indication d'un drainage biliaire préopératoire afin de préparer le patient à l'intervention. Dans les autres cas, il faut opérer d'emblée le malade. Alors, j'en arrive au traitement. Quels sont les buts du traitement chirurgical, essentiellement du cancer du pancréas exocrine? Car je le rappelle, seule la chirurgie curative R0 permet une survie prolongée des patients que lorsqu'elle est bien réalisée, elle peut atteindre 25%. Alors, le but du traitement, c'est réaliser une exérèse R0. Alors, je dis exérèse R0. Qu'est-ce que ça veut dire R0? C'est avec zéro résidu microscopique et macroscopique, c'est-à-dire une exérèse complète de la tumeur et de ses relais ganglionnaires avec un curage ganglionnaire régional. Il faut rétablir la continuité digestive, notamment lorsqu'on réalise une résection droite en portant une partie du tube digestif. Il faut éviter et réduire les complications post-opératoires et assurer une bonne qualité de vie pour le patient. Traitement. Les méthodes. La chirurgie curative R0 est le traitement de référence. Elle se fait par laparotomie essentiellement pour le pancréas céphalique, mais peut se faire par laparotomie ou laparoscopie pour le pancréas gauche, parce que pour le pancréas gauche, c'est une intervention qui est beaucoup plus simple et beaucoup moins morose. Alors, deux types d'interventions. Retenez la duodénopancréatectomie céphalique, qui est l'intervention la plus souvent réalisée, parce que dans 70 à 80% des cas, les localisations tumorales sont céphaliques. Donc, cette intervention enlève la partie céphalique du pancréas, la tête du pancréas, une partie de l'antre gastrique, tout le cadre duodénal, 2/3 inférieur de la voie biliaire principale, et la première anse jejunale. C'est une chirurgie qui se fait au plus près des axes vasculaires majeurs, qui sont l'axe veineux mésentérique aux portes et l'artère mésentérique supérieure que vous voyez derrière. Et cette chirurgie est considérée comme une chirurgie assez lourde, surtout lorsqu'elle est associée à des reconstructions veineuses et ou artérielles, car vous l'avez bien compris, la proximité anatomique de la tête du pancréas avec ses axes vasculaires majeurs entraîne, lorsqu'il existe une tumeur infiltrante de la tête, une infiltration par contiguïté de ces vaisseaux. Et c'est pour ça que lorsqu'on fait un bilan d'exploration, enfin d'extension de la tumeur, on essaye d'évaluer les rapports vasculaires de la tumeur avec ces vaisseaux, cet axe veineux mésentérique aux portes et cet axe artériel mésentérique supérieur. Ce qui conditionne essentiellement la résécabilité vasculaire. Pour le pancréas gauche, alors on enlève la section, se fait au niveau de l'isthme, la partie moyenne du pancréas, on résèque avec l'artère et la veine splénique et la rate, et avec bien sûr les relais ganglionnaires avec un curage ganglionnaire régional. Alors, quels sont les impératifs carcinologiques de la résection? Pour la duodénopancréatectomie céphalique, c'est un curage ganglionnaire qui est régional et qui enlève les ganglions régionaux. Il faut sectionner la voie biliaire sous la convergence biliaire supérieure. Je montre un peu le schéma ici. Section de la voie biliaire principale sous la convergence biliaire supérieure. Il faut sectionner le pancréas à gauche de l'axe mésentérique aux portes. Voilà, le pancréas qui est sectionné ici à gauche de l'axe mésentérique aux portes. Il faut faire une dissection circonférentielle de l'axe mésentérique aux portes. Je le remontre sur le schéma. On voit l'axe mésentérique aux portes en bleu qui est disséqué de façon circonférentielle. Il faut réaliser une dissection de l'hémicirconférence droite de l'artère mésentérique supérieure du tronc cœliaque.
dissection de l'hémicirconférence droite de l'artère mésentérique supérieure et du transcéliaque. Voilà. Ça, ce sont les impératifs carcinologiques lorsqu'on réalise une duodénopancréatectomie céphalique. Pour le pancréas corporéo-caudal ou le pancréas gauche, on réalise ce qu'on appelle une splénopancréatectomie gauche, qui réalise un curage ganglionnaire dit régional, avec section pancréatique isthmique en regard du bord droit de l'axe veineux, section pancréatique isthmique à droite de l'axe veineux mésentérique aux portes qui est anguleux derrière, dissection qui est faite de façon centrifuge dans le plan d'accolement du mésocastre postérieur en arrière du fascia prérénal, dissection postérieure qui est faite en arrière du fascia prérénal. On voit aussi le fascia prérénal qui est remporté avec la tumeur, on voit derrière le rein et la graisse périrénale. Excusez-moi 2 minutes. Voilà, en arrière du fascia prérénal, et résection du tissu cellulo-graisseux rétropancréatique avec mise à nu du bord gauche de l'artère mésentérique supérieure du transcéliaque. Et là, on voit le transcéliaque qui est complètement squelettisé et le bord gauche de l'artère mésentérique supérieure qui est aussi bien squelettisé et bien visible. Ça sont les impératifs carcinologiques lorsqu'on réalise une exérèse ganglionnaire, une exérèse chirurgicale pour cancer du pancréas céphalique ou pour cancer du pancréas gauche. Excusez-moi 2 minutes. Allô? Oui, madame. La seule que j'avais est en mise en dispo. شوفي مدام عرفت نعطيك النيميرو تاعها طيب parce que là je suis en train de donner un cours pour les externes sur Zoom. Tout de suite madame, tout de suite. Alors excusez-moi 2 minutes. Alors, excusez-moi. Donc, je continue. Lorsqu'on fait une exérèse chirurgicale pour cancer du pancréas droit, avec une duodénopancréatectomie céphalique ou cancer du pancréas gauche avec une splénopancréatectomie gauche, on enlève les relais ganglionnaires avec un curage ganglionnaire qui est régional. Voici en gris les relais ganglionnaires régionaux du pancréas céphalique et en blanc les relais ganglionnaires régionaux du pancréas corporéo-caudal. Bon, je n'insiste pas sur ça. Il faut connaître actuellement que la résection de la lame rétroporte, qui est une cloison conjonctive dense rétrovasculaire unissant le bord le bord gauche du petit pancréas du Winslow, de processus insinuus avec l'axe mésentérique supérieur, constitue la marge rétropéritonéale, qui est une marge qui est la plus souvent infiltrée par le cancer, c'est-à-dire que les cellules tumorales vont aller se disséminer le long de cette marge, et c'est la marge la plus importante sur le plan diagnostique, et que le chirurgien, une fois qu'il enlève la pièce opératoire, doit l'ancrer avec une couleur qui est ancrée en rouge ici sur la photo de droite. Et cette marge parce que il faut savoir que le front d'invasion tumorale de l'adénocarcinome canalaire du pancréas exocrine se fait par des cellules qui sont dispersées le long de cette marche et que l'anatomopathologique va évaluer l'intégrité de cette marge de résection ce n'est que comme ça qu'on saura que l'exérèse
a été complète et avec résidu microscopique qui est nul, c'est-à-dire une résection dite R0, avec zéro résidu microscopique. Bien sûr, après avoir fait une duodénopancréatectomie céphalique, il faut rétablir la continuité digestive parce qu'on résèque, comme je l'ai dit, tout le cadre duodénal, une partie distale de l'estomac ou la première anse jejunale. On rétablit la continuité par une anastomose pancréatico-digestive, qui est dans ce cas une anastomose pancréatico-jejunale, mais elle peut être aussi une anastomose pancréatico-gastrique reliant ce qui reste du pancréas avec l'estomac, une anastomose hépatico-jejunale et une anastomose gastro-jejunale ou duodéno-jejunale lorsqu'on a décidé de conserver le pylore, comme ici à droite, qui est la principale variante de ce type d'intervention. Le rétablissement de la continuité digestive permet d'offrir une qualité de vie qui est indispensable après ce type d'intervention, mais aussi il doit être bien fait car permet une bonne qualité de vie pour le patient. Maintenant, ce qui reste des autres traitements, ce sont les méthodes palliatives essentiellement, parce que seule la chirurgie a une visée curative. Ce sont les méthodes endoscopiques, qui sont le drainage biliaire endoscopique, qui peut être fait soit en préparation de l'intervention, lorsque je l'ai dit, le malade est en angiocolite ou un taux de bilirubine extrêmement élevé, ou lorsqu'il nécessite un traitement d'induction type chimiothérapie, ou de façon palliative, comme dans ce cas-là, lorsque la tumeur n'est pas résécable et ou métastatique. Il y a la chirurgie de dérivation par des dérivations biliodigestives chirurgicales ou gastrojejunales afin de permettre au malade de déjaunir et de s'alimenter normalement lorsqu'il existe une compression extrinsèque de la tumeur sur le duodénum, essentiellement et la voie biliaire, à l'origine d'un ictère de type cholestatique et de vomissement post-opératoire dû à une occlusion haute par compression duodénale. On a recours souvent à des dérivations chirurgicales de façon palliative. Le traitement peut être aussi radiologique, essentiellement par la mise en place de drainage biliaire externe, lorsqu'il y a un échec à la mise en place d'un drainage biliaire par voie endoscopique. Et il y a aussi la chimiothérapie palliative lorsque le malade a une tumeur métastatique ou localement avancée et qui n'est pas candidat à une chirurgie d'exérèse curative. Bien sûr, les indications des traitements curateurs ou palliatifs se font en réunion de concertation pluridisciplinaire associant gastro-entérologue, chirurgien, oncologue, radiologue, anatomopathologiste afin de déterminer quels sont les candidats, les meilleurs candidats à la chirurgie d'exérèse curative ou au traitement dit palliatif. Comme je vais vous le rappeler encore une fois, c'est la principale classification des tumeurs du pancréas qui sont classées soit résécables, soit à la limite de la résécabilité, borderline, soit localement avancées, c'est-à-dire ne sont pas des malades candidats à un traitement curatif. J'ai mis ces couleurs exprès pour rappeler un petit peu le code de la route. Vert, c'est résécable, donc on peut opérer. Orange, c'est plutôt jaune, c'est borderline. Donc, il faut un traitement d'induction avant d'opérer. Et rouge, c'est pas opérable. Le malade va tout droit en soins palliatifs. Bien sûr, il y a des complications à ce type de chirurgie. Je ne vais pas les détailler, mais pour les duodénopancréatectomies céphaliques, c'est essentiellement les gastroplégies post-opératoires. Ce sont des gastroparésies, des paralysies de l'estomac dues à une dénervation gastrique. Les fistules pancréatiques, c'est la principale complication lorsqu'on fait des anastomoses pancréatico-digestives, qui est la principale cause de mortalité, et les hémorragies. Les complications tardives de la chirurgie pancréatique sont les insuffisances pancréatiques exocrines et endocrines, qui sont facilement gérées essentiellement par un traitement médical adéquat. Voilà, après avoir opéré le paillon, il existe un protocole de surveillance thérapeutique par un examen clinique chaque 3 mois pendant 3 ans et chaque 6 mois pendant 2 ans. Les 2 dernières années, biologie par un dosage de l'antigène carbohydrate chaque 3 mois pendant 3 ans, chaque 6 mois pendant 2 ans, et bien sûr un scanner chaque 6 mois les 2 premières années, et chaque année après 3 ans après. Le pronostic du cancer du pancréas exocrine dépend du stade TNM, qui est établi par l'examen anatomopathologique, le T pour la taille, le N pour l'atteinte ganglionnaire et le M pour la présence ou non de métastases.
de type de résection, est-ce qu'elle a été complète ou incomplète, du ratio ganglion infiltré sur ganglion prélevé, qui signe un véritable témoin de la progression de la maladie sur le plan systémique, et de l'existence ou pas de complications chirurgicales post-opératoires qui peuvent interférer avec le projet thérapeutique du patient et empêcher le patient d'aller au bout de son projet thérapeutique définitif, complet plutôt. En conclusion, je dirais que le diagnostic, les signes cliniques ne sont pas spécifiques, dépendent essentiellement de la localisation tumorale et du stade évolutif de la maladie. Retenez que pour le pancréas céphalique, c'est surtout l'ictère avec la loi de Courvoisier-Terrier, ictère vésicule palpable, c'est un cancer du pancréas céphalique jusqu'à preuve du contraire. Et pour que le pancréas gauche, ce sont essentiellement des douleurs de type pancréatique, épigastrique, transfixiante avec irradiation en bas et irradiation postérieure, dû en général à une infiltration du plexus solaire. Le diagnostic positif et le bilan d'extension, l'examen de référence reste la tomodensitométrie ou scanner thoraco-abdominal injecté avec des séquences abdominales centrées sur le pancréas triphasique, que le projet thérapeutique doit être établi en réunion de concertation pluridisciplinaire associant les différents acteurs dans la prise en charge du patient, que la chirurgie reste le principal traitement, de traitement de référence, et ce n'est qu'après chirurgie R0, c'est-à-dire complète sur le plan microscopique et macroscopique, qu'on peut espérer une survie à 5 ans dans une proportion de 25% des cas, et que la prévention, c'est essentiellement les dépistages des formes génétiques et des lésions prédisposantes qui sont essentiellement les tumeurs kystiques mucineuses, les tumeurs intracanalaires papillaires et mucineuses du pancréas et les cystadénomes mucineux du pancréas qui doivent être opérés en prévention avant qu'il y ait une dégénérescence maligne de ces lésions. Voilà la bibliographie avec laquelle ce cours a été établi. Si vous voulez approfondir un peu vos connaissances, vous pouvez la consulter et étoffer un peu ce cours. Et voilà, je vous remercie. J'espère que j'ai fait un peu le tour de la question. Je ne sais pas s'il y a si on peut voir les questions. Oui, il y a des questions. Hein. Vous avez des questions. D'accord, donc voilà. Alors, première question, est-ce qu'on peut vivre sans pancréas? Oui, on peut vivre sans pancréas. On peut réaliser des pancréatectomies totales, des duodénopancréatectomies totales, mais les indications sont exceptionnelles. C'est surtout les tumeurs intracanalaires papillaires et mucineuses du pancréas qui touchent tout le canal pancréatique principal. Et là, pour ces malades-là, on réalise des duodénopancréatectomies totales. C'est très, très rare, mais on peut vivre sans pancréas, mais on va développer ce qu'on appelle un diabète insulinoprive qui va nécessiter une insulinothérapie à vie et que ce sera un diabète qui sera très difficile à gérer pour les patients et pour les soignants, mais on peut vivre avec. Et aussi, on va développer ce qu'on appelle une insuffisance pancréatique exocrine qui sera gérée facilement par la prescription aux patients d'extrait pancréatique de synthèse, c'est de l'amylase de synthèse, que le malade devra prendre quotidiennement et à vie. On peut vivre sans pancréas, mais il faut une prise en charge quand même qui soit un peu c'est assez difficile. Mais c'est des indications assez rares, hein. Mais c'est compatible avec la vie, il n'y a pas de souci. Alors, deuxième question, pouvez-vous nous réexpliquer la partie des TIP1P dans la partie épidémiologie? Alors, les tumeurs intracanalaires papillaires et mucineuses du pancréas fait partie des contingents des tumeurs kystiques mucineuses du pancréas. Ce sont des dilatations canalaires, des canaux pancréatiques secondaires ou du canal pancréatique principal, dues essentiellement à des néoplasies, enfin des tumeurs sécrétantes de mucus qui ont une architecture papillaire. Alors, ce sont des tumeurs bénignes avec un potentiel de dégénérescence et il est d'autant plus important qu'il existe une atteinte du canal pancréatique principal. Alors, ces tumeurs sécrètent du mucus qui va obstruer
le canal pancréatique principal à l'origine d'une dilatation canalaire et puis peut-être aussi à l'origine d'une pancréatite chronique, du pancréatite aiguë par obstruction de la papille duodénale, donc, ou du sphincter d'Oddi. Donc, ces tumeurs-là ont un potentiel de dégénérescence. Lorsqu'elles touchent les canaux pancréatiques secondaires, le potentiel de dégénérescence il est assez faible. Mais lorsqu'elles touchent le canal pancréatique principal, le potentiel de dégénérescence peut arriver jusqu'à 40 à 50%. Donc, d'où l'intérêt d'une exérèse dite préventive, avant qu'il n'y ait la dégénérescence maligne. Parce que lorsque la dégénérescence maligne est là, le pronostic s'effondre et rejoint celui du cancer du pancréas exocrine. L'autre tumeur kystique mucineuse, c'est le cystadénome mucineux du pancréas, qui touche en général la femme jeune et la partie corporeo-caudale. Et lorsque sa taille dépasse les 4 cm, il y a une indication d'une exérèse préventive. Ce sont les deux principales lésions prédisposantes du cancer du pancréas exocrine qu'il faut identifier et traiter à temps. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Troisième question. Pouvez-vous répéter le point sur l'antigène carbohydrate 19,9? Alors, l'antigène carbohydrate 19,9, c'est le principal marqueur tumoral du cancer du pancréas exocrine. Il n'a pas un intérêt diagnostique, mais il a surtout un intérêt pronostique. Lorsqu'on dose le CA19,9 d'un patient qui est atteint d'un cancer du pancréas et lorsque celui-ci dépasse les 250 unités internationales par millilitre, c'est-à-dire que c'est une maladie qui est probablement localement avancée. Mais lorsque ce taux dépasse les 1000 unités internationales par millilitre, c'est-à-dire que la maladie est déjà probablement métastatique. Donc, il peut avoir un intérêt pronostique, mais aussi il peut avoir un intérêt dans la surveillance du patient post-opératoire. Lorsqu'on opère le patient, on le surveille chaque 3 mois en dosant l'antigène carbohydrate. Ici, il y a une réascension de l'antigène carbohydrate en post-opératoire. Ça signe une récidive tumorale locale ou métastatique. Alors, l'autre question. Dans les conditions du drainage biliaire endoscopique, chirurgie différée plus de 3-4 semaines, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas opérer le patient tout de suite, dans la semaine qui suit, parce qu'il a d'autres comorbidités cardiaques ou pulmonaires ou rénales qu'il faudra corriger avant la chirurgie. Donc, c'est un malade qui présente d'autres comorbidités. Par exemple, soit il présente un diabète déséquilibré qu'il faut équilibrer, ou il présente un problème cardiaque qu'il faut traiter avant de l'opérer. Donc, on doit drainer le malade endoscopiquement pour soulager de son ictère et soulager son foie surtout pour qu'il puisse arriver à l'intervention en de meilleures conditions. Alors, survie à 5 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 100 malades opérés, 25% de survie à 5 ans, ça veut dire que sur 100 malades opérés, 25 vont être vivants 5 ans après, tout simplement. Ça permet d'évaluer le pronostic de la pathologie cancéreuse en général. Alors, la pancréatite chronique, est-ce qu'elle évolue en cancer? La pancréatite chronique, alors, le syndrome génétique de la pancréatite chronique héréditaire familiale est un risque de dégénérescence, un risque de cumuler de développer de cancer de 40%. C'est-à-dire que sur 100 malades qui ont une pancréatite chronique héréditaire familiale, 40 vont avoir un cancer du pancréas. La pancréatite chronique d'origine alcoolique ou les autres causes de pancréatite chronique qui sont multiples, mais la principale cause, elle est alcoolique en général, en Occident essentiellement. Le risque de développer un cancer est multiplié par 2 par rapport à la population générale. Donc, c'est un facteur de risque, même s'il n'est pas très important. Pourquoi l'adénocarcinome du pancréas favorise les thromboses? Essentiellement par un syndrome paranéoplasique, pour les thromboses veineuses profondes, mais par rapport à l'axe mésentérique-aux-portes, lorsqu'il y a une thrombose de l'axe mésentérique-aux-portes, c'est essentiellement dû à une infiltration par contiguïté et une obstruction de l'axe mésentérique-aux-portes qui est d'origine tumorale. Alors, est-ce que l'élévation des CA19 est utilisée dans le dépistage? Non, parce qu'il est difficilement interprétable lorsqu'il y a des cancers associés, lorsqu'il y a une insuffisance rénale, lorsqu'il y a un ictère. Donc, il faut l'utiliser avec précaution, pas pour le dépistage. Pour le dépistage, c'est essentiellement le scanner injecté. Un scanner pancréatique, c'est le meilleur examen de rechercher un cancer du pancréas exocrine.
Non, ça a plus un but pronostique, parce que quand il est élevé, en général, ça signe, quand il est très élevé, c'est-à-dire à plus de 250, ça signe une maladie qui est quand même assez évoluée. Et le principe du dépistage, c'est de détecter la maladie avant qu'elle n'arrive à un stade évolué. Souvent, s'il vous plaît, quels sont les autres signes indirects à l'échographie, mis à part la dilatation? C'est les seuls signes indirects, c'est la dilatation canalaire, pancréatique, du canal pancréatique principal, ou associée aux voies biliaires extra-hépatiques et intra-hépatiques. Lorsqu'il y a une lésion hypodense pancréatique associée à une dilatation canalaire, c'est un cancer du pancréas dans plus de 95% des cas. Donc, c'est des lésions très évocatrices de cancer. La dilatation canalaire doit toujours nous alerter lorsqu'on fait une échographie. C'est pour ça que pour les lésions céphaliques, on a de l'ictère parce qu'il y a une obstruction de la voie biliaire, une dilatation d'amont et un ictère cholestatique. Alors, en cas de DCP, c'est plutôt DPC, de duodénopancréatectomie céphalique, est-ce qu'on doit obligatoirement associer une splénectomie? Non. Non, la splénectomie doit être obligatoirement associée en cas de splénopancréatectomie gauche. Lorsqu'on fait une DPC, on ne touche pas à la rate, comme je l'ai montré sur le schéma. Est-ce que l'ictère persiste après la résection? Non. Lorsqu'on enlève quand on fait une duodénopancréatectomie céphalique, on rétablit la continuité par une anastomose biliodigestive. Et s'il y a un ictère qui persiste, c'est-à-dire que c'est un problème de montage chirurgical. Il n'y a pas d'ictère après une duodénopancréatectomie céphalique. Alors, le traitement chirurgical est à apprendre. Non, il faut apprendre les deux principales techniques. Et voilà, c'est tout. Une place très réduite pour la duodénopancréatectomie totale, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Voilà, c'est tout. C'est le traitement, parce que c'est le traitement du cancer du pancréas, c'est la résection chirurgicale. Donc, il faut connaître au moins les grandes lignes, mais pas en détail. Hein, parce que... Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ben, merci, professeur Salfou. Il n'y a pas de quoi, docteur Ferzoula. Donc, je pense que c'est professeur Bouzid qui va prendre le relais à 15h. Oui, je le vois, il est connecté, il est sur mon écran. Ah, bah, très bien. Donc, il faut juste arrêter de partager l'écran pour qu'il puisse partager son écran lui. D'accord, j'arrête tout de suite.